Bonjour Victorien Erussard, bienvenue. Heureux de vous accueillir de nouveau sur le plateau de Bismart. Vous êtes donc le fondateur de l'Energy Observer, projet qui est né en 2013, qui s'est, j'imagine, d'abord nourri de votre expérience. Vous avez été officier de marine marchande, vous avez fait la route du Rhum. À quel point ça a nourri votre réflexion avant de se lancer ? C'est un parcours professionnel dédié à la mer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de fusionner ces deux expériences, marine marchande, donc le côté industriel du maritime, et la course au large, l'innovation, les frissons aussi. Donc voilà, et ça permet d'ouvrir un petit peu son spectre, ses œillères, pour essayer de créer une nouvelle façon de produire des bateaux zéro émission, donc fusionnés. Ouais. Alors ce premier bateau aussi, il a été lancé quand ? Et puis alors, on l'a déjà vu ici, mais il faut quand même le décrire de nouveau. Il ressemble à quoi ? C'est un navire, un catamaran de légende, parce qu'il avait gagné le record autour du monde, le trophée Jules Verne. Et c'est un bateau qui fait 30 mètres de long, qui symbolise la plaisance. Et voilà, c'est un catamaran de 13 mètres de large, qui ne veut pas mourir. Il a toujours été avant-gardiste. Et on l'a reconditionné de navire à voile pour en faire un navire intégrant un système énergétique du futur. Donc c'est un bateau labo, quoi. C'est un laboratoire, quoi. C'est complètement un navire laboratoire. On l'appelle aussi le Smart Grid flottant. Ouais. Et alors, il y a quoi comme technologie à bord de l'Energy Observer ? Alors, c'est un bateau qui fait de la mixité énergétique. On a de l'éolien, de l'hydrolien et du photovoltaïque. On a de l'autoconsommation avec nos batteries, stockage court terme, on l'appelle. Et on a une chaîne complète d'hydrogène produit à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. C'est vraiment notre stockage long terme, cela. En fait, dès lors que nos batteries sont pleines, on valorise le surplus d'énergie en hydrogène. Et dès lors qu'on est en déficience énergétique pour pallier à l'intermittence des énergies renouvelables, on restitue cette énergie hydrogène en électricité et en chaleur, d'où le nom de Smart Grid. Ouais. Et alors, vous le dites, c'est un bateau qui avait déjà vécu de belles aventures et qui continue grâce à vous. L'Odyssée Energy Observer depuis 2017, 5 ans de navigation avec plusieurs étapes, France, Méditerranée, Europe du Nord, Atlantique, Pacifique, plus de 40 pays visités, 2 traversées océaniques majeures, l'Atlantique en 2020, le Pacifique en 2021, en totale autonomie, plus de 40 000 milles nautiques parcourus. Avec Victorien Erussard, il y a aussi une mission pédagogique dans ce que vous faites. C'est ultra important de le dire, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque étape, vous partagez, vous cherchez à rencontrer des gens qui ont de bonnes idées, vous les confrontez aux vôtres. Comment ça se passe ? On a plusieurs missions. Donc, il y a concevoir des démonstrateurs et ensuite sensibiliser, acculturer à ces nouvelles technologies zéro émission. Donc pour cela, on a rencontré à travers le monde énormément de médias, de politiques, décideurs, des élus, des industriels et beaucoup d'écoles. Donc ce navire laboratoire a considérablement a eu un rôle très très important pour cette transition énergétique. On a, je pense, été très moteur aussi pour ces différents plans hydrogène à travers toute l'Europe. Et ça crée des vocations, quoi. Ouais. et puis en plus, on allait à la rencontre des pionniers du développement durable. Ça, c'est extrêmement intéressant. Alors pas que sur la transition énergétique, aussi sur la transition écologique. Donc voilà, donc c'est un projet extrêmement riche, très très riche et passionnant. Et ce qui est passionnant, c'est que là, on a quand même maintenant le recul du temps. Vous faites la démonstration que ce mix énergétique, il est fiable. Alors, il est fiable. Le bateau marche extrêmement bien. Par contre, il faut voir aussi l'échelle de temps. Donc, ce que je dis souvent, c'est que souvent on me dit, mais ton bateau, il va pas vite. Et c'est un vrai complexe pour moi, venant de la course au large. J'ai l'habitude de traverser l'Atlantique rapidement. Mais c'est vrai que ce bateau, il fonctionne en temps réel avec l'énergie qu'on lui apporte. Donc, au final, avec les énergies fossiles, on a déréglé le climat en quelques décennies avec une énergie qui a été emmagasinée pendant des millions d'années. Et en fait, ce bateau, si j'allais beaucoup plus vite, je pourrais pas être autonome en énergie. Donc voilà, philosophiquement, c'est assez intéressant. Et voilà. Maintenant,
on est producteur d'énergie, on fabrique notre propre hydrogène, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'hydrogène dans les infrastructures portuaires pour l'instant, on n'en trouve pas, donc on est obligé de le produire. On va parler de ça, parce qu'évidemment, cette question de l'hydrogène vert, des financements aussi pour accélérer cette transition, c'est hyper important. D'ailleurs, vous avez, pour développer l'hydrogène vert, créé en 2019 la start-up EODev pour Energy Observer Development. Vous produisez quoi avec EODev ? Alors c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets, beaucoup de belles images 3D. Et avec nos partenaires, sponsors, mécènes, on s'est dit que c'était dommage de ne pas valoriser en fait tout ce savoir-faire créé à bord de ce navire. Et donc on a fait une levée de fonds de 25 millions d'euros. On a maintenant une soixantaine de collaborateurs qui produisent des solutions énergétiques. Donc en l'occurrence, le produit phare, c'est notre GEH2. C'est un générateur électrique hydrogène, on l'appelle aussi le groupe électro-hydrogène. Ouais. Donc ça, c'est pour des applications terrestres, donc pour décarboner l'énergie, pour du prime power ou backup power, donc pour de l'événementiel. Oui, j'ai vu que vous veniez de passer un contrat avec GL Events notamment. Oui, tout à fait. Vous allez leur fournir justement ce matériel-là ? Exactement. Il y a l'Oxam aussi qui est équipé d'un générateur. Enedis va tester ce générateur pour du soutien au réseau. On en a même vendu en Australie, au Canada, donc on est très très heureux que ce produit soit en plus fabriqué en France, au sud de Paris. Donc voilà, donc toute la valeur ajoutée, c'est en France. On a une brique technologique qui est importante, c'est la pile à combustible de Toyota. Vous savez, pour l'hydrogène, il y a 3 briques importantes. Vous avez l'électrolyse, vous avez les piles à combustible, mais vous avez les batteries aussi. Ouais. Et donc, pour aller vite, ce que je dis tout le temps, en ce moment, c'est le monopole de l'hydrogène. Il faut saisir des opportunités, prendre des parts de marché. Et pour cela, il faut des partenariats industriels cohérents, technologiquement et économiquement. Ouais. Parce qu'avoir des applications hydrogène qui coûtent 4 ou 6 fois plus cher que les solutions thermiques, on n'avancera pas. Bah oui, ça prendra donc, l'idée de EODev, c'est de rendre accessible ce qu'on a développé à travers le bateau. Et alors, il y a ces générateurs, mais il y a aussi ces solutions de propulsion électrique hydrogène qu'on a mis au point. On a mis à l'eau un bateau pour les Calanques de Marseille l'année dernière, un taxi-boat qui file à 25 nœuds, mais qui émet 0 émission. Ouais. Donc, voilà. Et c'est pour ça que vous avez signé un partenariat. Il y a plusieurs partenariats. Il y en a un sur le financement, on va parler du groupe BPCE, mais un partenariat avec Air Liquide. Pourquoi c'est majeur pour vous d'avoir signé ce partenariat avec Air Liquide ? Air Liquide nous accompagne depuis maintenant 2016. Oui, il a été renouvelé, pardon, le partenariat. Exactement, ouais. et puis agrandi aussi. Ouais. Ils sont partenaires principaux maintenant. Ils ont toujours été là derrière nous pour nous fournir de l'hydrogène lorsqu'on en avait besoin, comme l'opération Le Paris de l'hydrogène où on a illuminé la Tour Eiffel au printemps dernier. Et voilà. Et en fait, je m'intéresse beaucoup à l'hydrogène gazeux. Je m'intéresse à l'hydrogène vert, à la production, mais bientôt à l'hydrogène liquide. Et Air Liquide a une véritable expertise et va nous accompagner sur ses futurs projets. Alors, quand on parle du développement de la filière hydrogène, évidemment, il y a la question du rôle de l'État. Le président de la République vient d'annoncer une rallonge de près de 2 milliards d'euros pour développer l'hydrogène bas carbone. Est-ce que ça fait quoi ? Ça fait une enveloppe de 9 milliards en tout, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça va aller où ? Comment ça va être utilisé cet argent ? Alors, l'attribution de ces fonds publics sont essentiellement dirigés vers la production d'hydrogène vert pour créer des gigafactories à travers les technologies d'électrolyse. En deuxième lieu, on a la décarbonation de l'industrie. Donc industrie, cimenterie, métallurgie, etc. Donc c'est très important parce que l'industrie est très émetteur de CO2. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui manque alors ? En fait, là aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent faire le pas pour utiliser ces solutions décarbonées, applications diverses et solutions de mobilité décarbonées, sauf qu'il n'y a pas assez d'hydrogène encore maillé sur le territoire. On en trouve beaucoup plus en Californie, beaucoup plus en Allemagne. Pour l'instant, on n'a que quelques stations de distribution. Donc pour vous, c'est une priorité. Il faudrait vraiment multiplier les stations
stations de distribution pour que les industriels puissent se lancer, en fait, c'est ça? Exactement. Et puis, en fait, on a beaucoup d'entreprises innovantes qui créent des nouvelles applications, comme EODEV, par exemple, avec leurs générateurs. Donc, ce qu'il faut, c'est potentiellement trouver des points stratégiques dans des grandes villes où vont émerger plus rapidement ces solutions. Et puis, peut-être mettre des solutions d'avitaillement en hydrogène éphémères. Et ces solutions éphémères, on les remplacera par des modules plus cohérents avec les utilisateurs futurs. Parce que là, en termes de dimensionnement. Oui, je comprends bien. Parce que là, on peut être en train de rater des parts de marché à cause de cette absence de maillage. C'est ce que vous dites. Ça va aller très très vite et la concurrence va être très très rude. Là, tous les pays sont en train de s'y mettre. Donc, il faut qu'on soit intelligent et qu'on la joue de façon collective en France. Alors, il y a le financement, évidemment, enjeu majeur. Le groupe BPCE, qui réunit le réseau des banques populaires et des caisses d'épargne, est devenu depuis quelques semaines aussi un partenaire principal d'Energy Observer. Ça change quoi pour vous? Oui, on est très très fiers d'avoir ce grand groupe bancaire à nos côtés. En plus, Banque Populaire est la banque qui nous a accompagnés depuis le tout début, où j'étais tout seul sur le port de Saint-Malo en train de préparer ce projet. Et BPCE souhaite, à travers ce partenariat, acculturer en fait toutes leurs différentes caisses à ces nouvelles technologies et veulent devenir leaders sur ces applications hydrogène, que ça soit pour la production, mais aussi pour tous les utilisateurs finaux. Si on se projette un peu, ça peut être des usages pour nous dans notre vie quotidienne, l'hydrogène vert. Alors moi, on pense d'abord à la mobilité lourde, mais il y a beaucoup d'autres usages qui vont pouvoir venir pour nous? Oui, alors il y a toutes ces mobilités, mobilité légère, lourde, du véhicule léger, camion, bateau, j'en suis sûr, un jour jusqu'aux avions. Airbus a annoncé que ça faisait partie des gros projets d'Airbus. Exactement, il y a la décarbonation de l'industrie, il y a ces applications telles que les générateurs proposés par EODEV, il y a des applications domestiques aussi, au Japon, je crois qu'il y a plus de 300 000 foyers équipés de piles à combustible. Et donc les piles à combustible produisent et de l'électricité et de la chaleur pour chauffer les maisons. Donc on est vraiment dans notre avenir. Je voudrais qu'on fasse un focus sur le transport maritime, parce que ça nous emmène à la prochaine génération de l'Energy Observer. Comment décarboner le transport maritime, notamment le fret. C'était aussi un thème de l'émission hier d'ailleurs. Quelques chiffres sur le transport maritime. Près de 100 000, 95 000 navires de commerce de marchandises, 10,7 milliards de tonnes de fret chaque année, près de 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, on l'avait dit hier, et 87% de ces 3% sont dus au transport de marchandises. Si le transport maritime était un pays, ce serait le 6e émetteur mondial de gaz à effet de serre. Peut-être avant de parler du projet Energy Observer, sur le constat, qu'est-ce qu'on peut faire à court terme pour réduire cet impact, d'après vous? Alors, c'est vrai qu'en tant qu'ancien officier de marine marchande, c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Donc, ce qui m'a un peu embêté avec le premier navire laboratoire Energy Observer, c'est qu'on le prenait souvent pour pour le Faucon Millennium, un bateau inaccessible, etc. C'est ce qu'on a tenté de prouver avec EODEV, c'est que c'était accessible. Par contre, ça symbolise la petite plaisance. Et la petite plaisance, c'est pas ce secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, c'est le transport maritime. C'est 90% de transport mondial, des échanges. Donc vous dites, il faut qu'on trouve une solution. On me dit souvent que c'est impossible, comme sur le premier navire. Donc c'est pour ça que je souhaite maintenant m'investir dans la mise au point d'un navire industriel. Là, aujourd'hui, on ne sait pas quel carburant va être utilisé à l'avenir. Il y a la solution GNL, donc celle qui est utilisée par bon nombre d'armateurs français, comme la CMA CGM ou la Brittany Ferries. Donc le gaz naturel liquéfié, avec quand même l'avantage d'éliminer presque totalement les particules fines, les dioxydes d'azote, dioxyde de soufre. Maintenant, est-ce que ça suffit pour répondre aux objectifs de l'Organisation maritime internationale? Je ne sais pas, on n'en est plus sûr. Donc il y a d'autres solutions. Donc il y a les nouveaux carburants de synthèse, on les appelle les e-carburants, qui vont arriver sur le marché. Mais est-ce que ce sont des solutions réellement décarbonées et est-ce qu'elles seront accessibles économiquement? On ne sait pas trop. C'est un vrai casse-tête actuellement pour et les armateurs et pour les énergéticiens. Et puis, il y a la solution totale de décarbonation
en l'occurrence l'hydrogène liquide. Donc il n'y a plus d'atomes de carbone. Donc nous, vous êtes dans votre logique, donc vous voilà, dites, on se sent un peu... Mais alors ça va être quoi? Ça va être imaginons cette Energy Observer 2, ça va être un navire de transport de fret? Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, on est en train de travailler avec quelques industriels, des très grands industriels. Donc on annoncera ce projet en 2022. Mais en tout cas, il y a une très belle énergie qui se met en place, une belle coalition. L'idée, c'est d'être vraiment en rupture technologique avec ce qui existe. Ce sera un bateau labo, là aussi, mais vous allez transporter du fret? C'est quoi l'idée? En fait, je voulais, en deuxième projet, arrêter les bateaux d'expédition. D'accord. Je fais du congrès et on va transporter de la marchandise. Ça va être un navire de charge. Okay. Donc, il va avoir une propulsion électrique, il va avoir de grosses puissances. C'est un bateau de taille moyenne. Après, il y a des énormes cargos qui ont entre 50 et 100 mégawatts de puissance. Là, c'est vraiment un énorme challenge. Mais on va passer de la petite puissance à la moyenne puissance. Il y aura quelques mégawatts en termes de propulsion. Je pense qu'on sera entre 6 et 7 mégawatts. Il y aura bien évidemment des batteries. Il y aura une propulsion vélique pour aider le navire à ne pas trop dépenser d'énergie. Ouais, donc c'est quoi? C'est une grande... Vélique, c'est des ailes de propulsion. Ouais, c'est ça, c'est comme des grands spies, enfin c'est pas le terme, mais qu'on met à l'avant du bateau, c'est quoi? En fait, ça ressemble, c'est ce que vous avez sur Energy Observer, ça ressemble à des ailes d'avion. C'est les ailes qui... D'accord. Initialement, horizontales pour des avions et qu'on met à la verticale. C'est ça. Donc on utilise le vent, ça nous permet de réduire nos consommations énergétiques jusqu'à 40% si on réduit un peu la vitesse du navire. Ok. Donc voilà. Et cette réduction de vitesse nous permet d'intégrer potentiellement l'hydrogène liquide. Mais il faut savoir que la densité énergétique volumique de l'hydrogène liquide, comparée au diesel, reste... Il faut des plus grands réservoirs, quoi, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, ça prend plus de place. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diesel, c'est le champion. Si vous avez un volume de diesel, si vous mettez ça en batterie... avec la densité massique des batteries des voitures Tesla, qui parlent à tout le monde, c'est 64 fois plus d'espace dans le bateau. Donc quand vous voyez des projets 3D de navires de cargo électriques, c'est pas possible. D'accord. Donc l'hydrogène gazeux, ce qu'on utilise sur Energy Observer, c'est 12 fois plus d'espace. Si vous le passez à 700 bars, c'est 7 fois plus d'espace. L'hydrogène liquide, c'est 4 fois plus d'espace. 4 fois plus d'espace, ça commence à être possible, réalisable si le bateau est intelligent et efficace au niveau énergétique. Donc, propulsion vélique, ça nous permet de faire une grosse économie d'énergie. Oui. Propulsion électrique, le rendement des moteurs électriques, c'est de l'ordre de 97%. Donc, c'est beaucoup mieux que des moteurs thermiques qui sont de l'ordre de 35% de rendement. Et si en plus de ça, vous utilisez des piles à combustible à 50% de rendement, je pense qu'on est capable de conserver notre volume d'espace commercial pour transporter ces marchandises. Ouais. Ça va être l'objet de nos futures recherches et études. Ça va être le défi. Donc sur Energy Observer 2. C'est officiellement lancé l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà en tête un objectif de mise à l'eau, quoi? Alors nous, on est toujours, les journalistes, on veut aller plus vite que la musique, mais vous avez déjà des dates en tête? Annonce deuxième semestre 2022, je l'espère, et mise à l'eau en 2025. Ok. Et tout ce que vous avez testé depuis des années sur l'Energy Observer 1, c'est aussi une continuité. C'est-à-dire, est-ce que les solutions technologiques que vous avez validées, on l'a dit, vous avez prouvé la fiabilité, elles vont directement s'appliquer dans ce navire de fret? Oui, mais il va y avoir beaucoup de travaux sur le. Ouais. Ça va nous servir de base, mais on va changer les tensions. Les tensions, on va passer de 400 volts à 750 000 volts. L'hydrogène liquide, vous avez, on appelle ça de l'hydrogène fatal perdu, donc des fuites en fait de cet hydrogène liquide qui est à moins 253 degrés, qu'il va falloir gérer pour le recycler recycler ces pertes dans le système. Ouais, donc il y a une palanquée de défis à relever, quoi. On parle plus de 60 kilos d'hydrogène, on va parler de plusieurs tonnes. Donc, et puis c'est un navire industriel. La longueur prévisionnelle
de ce bateau, on est entre 100 et 120 mètres. Donc, non, ça va être un grand défi technologique. Ouais. Si on reste sur cette thématique, avant que ce bateau fasse la démonstration de son efficacité, est-ce que c'est une question que je posais à mon invité hier, qui est Casquin, qui est une grosse boîte de transport industriel. Est-ce qu'on peut réduire la vitesse des bateaux dans le transport de fret? Et il me disait, le problème, c'est qu'en ce moment, on a plutôt tendance à leur demander d'accélérer parce qu'on est en pénurie, parce qu'il faut refaire tourner la machine alors qu'on est en pénurie de pièces et de matières premières. On en parlait hier avec différents armateurs, un colloque organisé sur l'industrie mer avec la Société d'encouragement d'industrie nationale. Et en fait, beaucoup d'armateurs se posent cette question. Est-ce que le fait de ralentir ne complexifie pas en fait, le transport de marchandises qui, au final, sera acheminé par la route? Oui, donc pour rattraper le temps perdu. Donc on sait pas trop. L'Organisation maritime internationale en fait étudie de façon très sérieuse ce potentiel de réduire cette vitesse et voir si ça a un impact positif. Pourquoi pas négatif, quoi. On est encore dans le flou. Donc il faut prendre son temps. Autre levier éventuel, une taxe carbone spécifique, ça peut, j'imagine, se décider seulement au niveau mondial. Il y a une proposition de mini-taxe sur le fuel, elle a du mal à passer aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que la taxe carbone peut aider au développement des nouvelles technologies zéro émission. Donc on attend en fait qu'il y ait une homogénéisation en fait de cette taxe carbone à travers le monde, permettant l'émergence de ces carburants alternatifs zéro émission comme l'hydrogène, ou gazeux ou liquide. Merci beaucoup, merci Victorien et Russard d'être venus présenter à la fois l'histoire, l'actuel d'Energy Observer et puis surtout ce projet ambitieux d'Energy Observer 2. On passe à Smart Ideas et on part à l'aventure, on continue.